il y a des filières où il n'y a pas besoin de phyto, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, là, il n'y a pas de concurrence déloyale, et les 6,50 €, c'est des produits en France, transformés en France, mangés par les consommateurs français. Et ça n'empêche pas qu'on ne gagne pas notre vie. Donc le Mercosur est un problème, comme le CETA, comme tous les traités de libre-échange, que ça permet aux centrales d'achat et aux multinationales agroalimentaires de dire bah, on a trouvé du bœuf argentin, on a trouvé des poulets ukrainiens, on a trouvé je ne sais quoi, donc on ne peut pas vous payer plus cher parce que regardez, vous avez vu, on en trouve à ce prix-là. Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour parler d'agriculture aujourd'hui et du Mercosur, et on va en parler librement parce que notre invité est passé 2 minutes sur BFM comme si ça suffisait. BFM, ils vous font venir de 500 km, ils vous disent on reçoit des agriculteurs mais ils leur donnent la parole pendant 2 minutes. Ils étaient 2 comme lui en plateau. On a retrouvé Philippe Grégoire que je connais bien parce qu'on l'avait fait sur un autre média François, un autre média libre, et on va vous parler de la manipulation du traitement de l'information parce qu'en tant que journaliste libre, j'en ai marre de voir comment France Info ment en disant qu'il n'y a que les Français qui râlent sur le Mercosur. Tout le monde râle sur le Mercosur. Le Mercosur, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un traité de libre-échange pour importer beaucoup plus de viande, de produits qui viendraient du Paraguay, de l'Amérique du Sud. En général, Paraguay, Brésil, quelques 5 ou 6 pays comme ça. Philippe Grégoire, en tant qu'agriculteur, vous êtes du parti politique avec Kuzmanovic qui s'appelle République Souveraine. Vous êtes dans le Maine-et-Loire. Nous, on va vous laisser la parole pendant beaucoup plus que 2 minutes. Vous parlez autant de temps que vous voulez. Je vous ouvre le micro. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la colère des agriculteurs aujourd'hui? Donc bonjour, merci de m'inviter. Donc effectivement, le dossier agricole est très très complexe. Et là, je m'exprime, je vois il est 15h37, on est mercredi aujourd'hui. Ouais. Et comme à chaque manifestation, comme depuis des décennies, le discours est orienté pour que les manifestations tombent à l'eau. Les agriculteurs, on les a emmenés mettre du fumier. J'y ai participé, ça, moi, pendant des décennies. Alors, je peux en parler. Ouais. Et mon père avant moi. Donc, on connaît très, très bien ça. Parce que mon père était un syndicaliste. Il a fait sa première manifestation en 1953. J'étais pas né. Donc, moi, déjà, quand j'étais au berceau, je voyais mon père manifester. Donc, ça, s'il y a une chose que je connais, c'est bien celle-là. C'est les manifestations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont bloquer les préfectures, ils vont aller arroser les MSA, les offices de contrôle, l'OFB, voilà. Et là, je vois depuis une demi-heure, 1 heure, là où certains vont se diriger vers la grande distribution, aller faire des dégâts, mettre du fumier à la grande distribution. Alors, à chaque fois, et ça, c'est un point majeur du problème agricole, mais vraiment majeur, hein, c'est que les agriculteurs, il y a 80% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut. Et 40%, entre 40 et 45% moins du RSA mensuel. Ce qui est important, c'est que les agriculteurs, ils ne vont pas demander des comptes à leurs acheteurs. L'agriculteur n'a pas sa facture. Et là, comme à chaque fois, on va aller sur les routes, mettre du fumier. J'y ai participé, je peux le dire. Je suis tombé dans le panneau parce que je n'avais pas compris. Hein. J'ai été très longtemps à avoir absolument rien compris. Mais quand on n'a rien compris, qu'on a fait des erreurs, c'est bien de savoir les reconnaître. Et moi, je sais les reconnaître que j'ai été vraiment con de passer à côté du sujet. Donc là, il continue de reprendre les mêmes manifs, FNSEA, voire d'autres syndicats qui copient un peu les mêmes pratiques, alors que les 80% qui ne gagnent pas leur vie, il faut aller demander des comptes à Bigger. C'est lui qui fait les factures, qui a les abattoirs. En bovin, qui détient presque 70% des abattoirs, et il a plus de 50% des abattoirs de porc. Il faut aller demander à la Coperne, le porc, ou à Agrial, c'est eux qui ont les abattoirs, c'est eux qui font la facture. Il faut aller demander à LDC en volaille, à Lactalis en lait, à Sodial, les coopératives dirigées par la FNSEA. C'est là qu'il faut aller manifester. Mais pourquoi les agriculteurs ne vont pas là? Parce que la source, c'est la facture, c'est la paye à la fin du mois. Le reste, on va en discuter du reste. C'est important. J'ai eu des remontées ce matin du Sud, autour du 47. C'est vrai qu'ils ont raison sur certaines molécules, ça pose un problème.
ils ont enlevé des molécules. Alors, d'une manière générale, moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers un modèle où on va se passer de plus en plus des phytosanitaires, parce que ça a un impact sur la santé et sur le cancer. Et si on avait mis autant d'argent pour rechercher comment sortir des phytos qu'on en a mis pour faire vivre ces multinationales-là, il y a longtemps qu'on en serait sorti. Ceci étant, voilà le résultat. Donc, eux, ils ont des molécules qui sont interdites. Je pense aux cerises, aux pommes, à la vigne. Hein, et les autres, les voisins, les Italiens ou les Espagnols, ils ont le droit de les utiliser. Alors, évidemment, ça, on est bien d'accord que ça, c'est pas logique. Bon. Mais même lorsqu'on utilise les mêmes molécules ou qu'on n'a pas besoin de traitement, qu'on est à situation, on va dire, identique, ça n'empêche pas qu'il ne revient pas de marge à l'agriculteur, il revient 6,50 € sur un caddie de 100 € à l'agriculteur, et dans ces 6,50 €, il y a des filières où il n'y a pas besoin de phyto, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, là il n'y a pas de concurrence déloyale, et les 6,50 €, c'est des produits en France, transformés en France, mangés par les consommateurs français. Et ça n'empêche pas qu'on ne gagne pas notre vie. Donc le Mercosur est un problème, comme le CETA, comme tous les traités de libre-échange, que ça permet aux centrales d'achat et aux multinationales agroalimentaires de dire bah, on a trouvé du bœuf argentin, on a trouvé des poulets ukrainiens, on a trouvé je ne sais quoi, donc on ne peut pas vous payer plus cher parce que regardez, vous avez vu, on en trouve à ce prix-là. Bon, bien sûr qu'on a compris que c'était pour ne pas nous payer. Mais c'est important pour les téléspectateurs, même si on sort de ces accords de libre-échange, c'est-à-dire que demain, si on dit allez, le Mercosur, il est annulé, je vous prends un exemple, ce qui à mon avis n'arrivera pas. Mais si c'était le cas, ce n'est pas pour ça qu'on gagnera notre vie. Parce qu'aujourd'hui, le Mercosur, il n'est pas en place et on ne gagne pas notre vie. Et ça, ce qui est produit en France, transformé en France, acheté par les consommateurs, on ne gagne pas notre vie. Et on ne gagne pas notre vie. Pourquoi ? Parce que la marge, elle est spoliée par l'industrie agroalimentaire. Le cœur du sujet, il est là. Donc là, ils vont continuer. On verra, ça va être intéressant dans les prochains jours. Personne ne va aller demander des comptes à nos coopératives. Personne va demander des comptes à nos acheteurs. Alors, les gens pourraient dire, mais alors pourquoi vous n'y allez pas ? Les coopératives ont quel rôle là-dedans ? C'est pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas. Un agriculteur ne fait pas sa facture. Les sols, il y a 80-20 en gros. Il y a 20%, peut-être plus que 15 aujourd'hui, mais il y a autour de 20% des agriculteurs qui gagnent au-dessus du SMIC brut. C'est principalement les céréaliers, les grands céréaliers, parce que ce n'est pas des denrées périssables. Donc, soit ils stockent le blé chez eux et ils le vendent quand ils veulent, ils vont voir les cours sur Internet et ils vendent, ou ils le livrent à un organisme stockeur, ils le livrent à la coopérative ou chez un privé, mais ils le mettent en stock, ils payent des frais de stockage, mais ils ne le vendent pas. Ils regardent les cours, et puis ils disent, tiens, je vais vendre, je ne sais pas moi, 100 tonnes avant Noël, et puis 250 tonnes fin février, et puis le reste peut-être fin juin. Ils ont la possibilité de... Voilà, un viticulteur, pareil, c'est là qu'on retrouve dans les 20% principalement les viticulteurs et les céréaliers, et quelques gens qui font la transformation des fromages. Un viticulteur, il fait 3 métiers. Il est producteur, il entretient sa vigne, il fait la vinification, il transforme son vin, vinificateur, et il a la casquette de commerçant. C'est la troisième casquette qui rapporte, celle de commerçant. Et quand il est mis en bouteille, son vin, il a toute l'année pour le vendre. Il peut même le vendre 3 ans après s'il veut, son vin, s'il a de quoi le stocker. Donc c'est lui qui fait sa facture. Important. Donc on peut s'en sortir finalement dans l'agriculture beaucoup plus facilement quand on peut vendre quand on veut, quand on peut faire du stock. Là c'est compliqué pour tous les agriculteurs qui doivent vendre sur un court terme. Le reste, les 80%, c'est des denrées périssables. Bon, faut passer par un abattoir ou par une laiterie pour transformer en yaourt, en beurre, en crème. Un abattoir, que ce soit des lapins, des canards, des poulets ou des bovins, il faut qu'ils passent par l'abattoir. Donc là, c'est l'outil de transformation qui fait la facture. L'agriculteur ne fait pas sa facture. Donc déjà, là, on a déjà tout dit. Là. On a déjà tout dit. On livre pendant 1 mois de la marchandise et le mois d'après, eux, ils font les comptes et puis ils disent, bon, là, les becs, ça sera 3,82 €. Puis la semaine d'après, là, ça sera 3,63 €.
Quand vous dites qu'il n'a pas le pouvoir sur la facture, ça veut dire qu'on ne décide pas du prix, c'est l'agriculteur qui subit finalement le prix qu'on veut bien lui donner. C'est l'industrie agroalimentaire qui fixe les prix. L'industrie agroalimentaire gère les volumes, gère les importations, les exportations, la facturation et les vides sanitaires pour le hors-sol. C'est-à-dire les vides sanitaires, les poulets, les canards, les veaux de boucherie, l'industrie agroalimentaire avec les abattoirs, puisque les outils de transformation détiennent les abattoirs. Quand on monte dans le temps, il y avait des coopératives de collecte. Les coopératives collectaient les produits dans les exploitations et à livrer la marchandise à des abattoirs ou des coopératives viticoles ou des organismes stockeurs de céréales. Et c'était deux entités différentes. Et au fil du temps, ça fusionnait et la coopérative est devenue elle-même outil de transformation. Et privée, pareil. Et donc, c'est eux qui font la facture. Donc, l'agriculteur, il n'a absolument aucun pouvoir de décision puisque ce n'est pas lui qui fait la facture. Et l'industrie agroalimentaire, il y a 1,4% des entreprises agroalimentaires en France qui font 80% du chiffre d'affaires et 80% du bénéfice, sachant que, et 80% des employés, sachant qu'il y a à peu près 600 000 emplois dans l'industrie agroalimentaire, c'est le premier employeur de France. 600 000 emplois en France qui travaillent dans l'agroalimentaire. Donc à partir de là, l'agriculteur, il peut faire du volume, il peut travailler, il n'est pas maître de son destin, puisque ce n'est pas lui qui fait la facture. Donc là, comme je vous le disais, comme vous pouvez regarder, chaque année, il n'y a pas de manifestation chez nos acheteurs. Pourquoi? D'abord, parce que, faut le reconnaître, nous, agriculteurs, la plupart, on en a peur. On en a peur pourquoi? Parce qu'on est intégrés à ces gens-là. Si on va manifester chez eux, ils nous foutent à la porte. Ça veut dire que demain, on n'a plus de collecteurs de lait, on n'a plus de collecteurs pour les canards, on n'a plus de collecteurs pour les poulets, etc., etc., etc. Et puis, la plupart d'entre nous, comme on est endettés, on doit de l'argent à nos coopératives, à ces gens-là. Ces gens-là nous financent, nous prêtent de l'argent. Donc, imaginez bien que c'est eux qui nous exploitent, c'est eux qui prennent la marge, mais comment on peut aller manifester dans une coopérative dans laquelle on a des parts sociales, un agriculteur dans une coopérative, alors ça dépend du chiffre d'affaires, mais il a ceux qui ont très peu, ils ont 1 000 euros, jusqu'à 20, 30, 40, 50 000 euros, voire plus, de capital social, de bloquer dans la coopérative. Mais comme on est endetté et qu'on leur doit de l'argent, si vous allez, en quelque sorte, c'est comme si on allait manifester chez notre patron. Nous, on est normalement patron, mais en réalité, c'est pas nous les patrons, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, si on va manifester devant l'abattoir, devant la laiterie, dans notre coopérative, en disant, écoutez, on en a marre, nous, on n'est pas payé correctement, là, on ne parle pas du Mercosur, là, on va rester en franco-français. Oui, bien sûr. Des produits vendus en France, transformés en France. Nous, on ne peut plus tenir, faut faire quelque chose, on ne peut plus tenir. Comme c'est eux qui ont la main sur nous. Moi, j'ai des gars qui ont fait ça. J'ai un copain qui a fait ça en lapin, il a été viré. J'ai un copain qui a fait ça en volaille, on peut aller visiter sa ferme, vous pouvez venir voir, on peut faire une vidéo, il a plus peur maintenant, il est ouvert pour le faire. Il y a 7200 mètres carrés de bâtiments en très bon état, ils sont vides, parce qu'il a osé, comme on dit, ouvrir sa gueule, on lui a dit, monsieur, dehors. Voilà. Donc finalement, là on a tout un système, ce que vous décrivez, c'est qu'il y a tout un système entre les coopératives, la mainmise sur le prix, finalement l'industrie a cadenassé, c'est tout un système où l'agriculteur se retrouve cadenassé dans un système où il n'a pas de marge de manœuvre. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret. Moi je ne suis pas à la retraite, j'en suis loin, mais demain jeudi, je vends ma ferme. Voilà. Un cas concret, très concret, mais ça, ce que je vous dis, c'est dans toute la France. Donc je suis producteur de lait, moi. Un jeune arrive chez moi, il veut faire du lait. Bon, il n'est pas obligé de rester avec ma laiterie. Moi, je suis à Biolay. Mais admettons que j'aurais arrêté le lait, moi. Et il arrive chez moi, mais il y a les installations, il veut faire du lait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter un industriel qui passe dans ma région. Il ne va pas prendre un industriel qui n'est pas dans la région. Il faut que les camions passent dans la région. Donc, il va les contacter. Il y en a un qui va, ils ne sont pas 50. Ils sont quelques-uns et ils s'entendent, ils sont en situation d'oligopole.
L'industriel qui va venir le trouver, il va dire oui, bah, ça m'intéresse. Alors, ce qui va l'intéresser, c'est qu'il y a un tonnage important de lait. Il va lui faire un contrat. C'est l'industriel qui va y faire un contrat de 5 ans qui se renouvelle automatiquement. Avec ce contrat, il n'a pas le droit de faire la grève du lait, il n'a pas le droit de manifester, il a le droit de rien. C'est un esclave. Le contrat que va lui faire l'industriel, c'est l'industriel qui a toutes les cartes entre les mains. Il a un contrat de 5 ans sans prix. On va lui dire, mettons, 400 tonnes à l'année, 400 000 litres de lait, mettons, pour un couple, un exemple. Ils vont lui faire un contrat de 5 ans sans prix. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui s'installent, qui font des contrats de 5 ans sans prix, sans aucun indicateur. Il n'y a qu'en agriculture qu'on voit des conneries pareilles. Donc, l'industrie agroalimentaire a tous les pouvoirs à cadenasser les paysans. À part ceux qui vendent au détail. Hein. Mais ceux qui vendent au détail, la ferme France fait 81 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les circuits courts, il faut les développer. Je vais en parler, c'est indispensable. C'est une des solutions, pas la seule solution, mais c'est 3 milliards d'euros sur 81. Donc, il faudrait au moins les multiplier par 3, déjà dans un premier temps. C'est très intéressant. Alors justement, je vais vous laisser étayer cette idée juste avant. Je voudrais dire un petit mot sur le traitement de l'information sur le Mercosur en France. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend bien, quand vous faites un rappel historique, on comprend bien finalement que le Mercosur, c'est la goutte d'eau presque qui fait déborder le vase. Ça n'est pas un nouveau problème, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans ce système qui cadenasse les agriculteurs. Aujourd'hui, j'aimerais juste lire un petit truc et je voudrais inciter les gens à aller lire la presse étrangère beaucoup avec Google Traduction. C'est pas parfait, mais vous pouvez largement arriver à déchiffrer le bullshit que vous pouvez lire. J'en ai marre, moi, de lire en tant que journaliste libre, journaliste sans pub, journaliste sans milliardaire, France Info, qui dit, donc ça c'est Radio Gouvernement, France Info, qui font aussi des articles écrits, et qui écrivent, qui titrent, vous pouvez aller voir, c'est sorti aujourd'hui, qui titre Pourquoi la France est le seul pays qui râle sur le Mercosur, alors que tous les autres pays de l'Union Européenne sont d'accord avec le Mercosur. Alors, je suis allé voir, donc ils parlent de la Pologne, ils parlent de l'Espagne, ils parlent de l'Allemagne, qui disent, nous on a compris que ça peut nous apporter du libre-échange, c'est dans les deux sens, ça veut dire que les pays du Mercosur vont nous apporter des minéraux, on l'a compris ça, plus que les Français. Donc je me suis dit, ok, je lis ça, moi je crois à jamais personne d'un camp comme de l'autre. Par contre, je vais voir l'information par moi-même. Et pour aller vite, vous pouvez rapidement taper quelques mots-clés Bauer, ça veut dire agriculteur en allemand, si vous voulez aller vérifier la presse allemande. Vous tapez Mercosur Bauer et vous lisez ce qui se dit, vous traduisez dans Google Traduction. Et là, par exemple, il y a la Veterinary Academy, la AVA. Donc c'est une académie agricole et vétérinaire, une académie de formation pour agriculteurs et consultants qui est située à Steinfurt, Burgsteinfurt, dans le Münsterland. C'est un exemple où on peut lire quelque chose de très intéressant. Nous, on se l'a lu ensemble, Philippe Grégoire, juste avant de commencer. Et c'est, donc là, effectivement, comme vous l'avez dit, on tourne le mercredi 20 novembre. La vidéo devrait paraître dans les prochains jours. Et ça, c'est, donc cette académie, elle dit le 19 novembre 2024. Alors, pour rappel, France Info nous dit que les Allemands sont d'accord avec le Mercosur, il n'y a que les Français qui râlent dans leur coin. Un prochain accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États du Mercosur est sur le point d'être conclu, suscitant l'inquiétude des agriculteurs de toute l'Europe. Donc là, c'est des Allemands qui écrivent. Mais France Info nous dit les Allemands sont d'accord, les agriculteurs allemands sont contents du Mercosur. Joachim Rugweid, président de l'Association des agriculteurs allemands, la DBV, exprime une critique claire. C'est étonnant, parce que pourtant les Allemands, apparemment, ils sont d'accord avec le Mercosur, donc je comprends pas. Bon, on continue. Donc, dans cet article, on lit, je cite ce monsieur Joachim Rugweid, « Cet accord serait unilatéral au détriment de notre agriculture. Il réclame un arrêt et une renégociation du contrat lors du sommet du G20 au Brésil. » Dans tout l'article, on voit des... Alors, peut-être que Google Traduction, parce que mon allemand est éclaté au sol, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont mal traduites par Google Traduction, mais je pense qu'on voit bien que là, France Info nous berne et que tout le monde, parce qu'il compte sur le fait que les gens lisent la presse française, les Français, mais ne lisent pas la presse étrangère. Quand on vous raconte des trucs comme ça, quand on dit qu'il ne faut plus avoir confiance dans les médias mainstream, les médias de masse, les médias qui sont payés par des milliardaires, et là c'est Radio Gouvernement, pourtant c'est pas payé par Xavier Niel, Saadé et compagnie. C'est improbable ce qu'on a dans la presse française aujourd'hui, c'est dégueulasse. Je m'arrête là, je vous laisse poursuivre sur le reste de votre explication. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le verrouillage de l'information dans les grands médias, mais il y a la méconnaissance totale des dossiers agricoles. La méconnaissance totale.
Donc, sur les traités de libre-échange, celui-là comme les autres, hein, le Mercosur, hein, celui-là comme les autres, 99 000 tonnes, 42 millions de tonnes, 42 millions de tonnes, c'est la consommation en Europe de la viande. Donc c'est une goutte d'eau, hein, c'est 1%, même pas. Simplement, le problème de ça, comme les autres traités de libre-échange, c'est pas forcément les quantités, même si les quantités vont augmenter, parce que la ferme France, elle s'écroule, mais elle s'écroule parce qu'on n'a pas de rentabilité. C'est plutôt que ces accords de libre-échange, Mercosur ou les autres, déjà les gens, il faudrait qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. C'est pour ça que moi je suis là, en fait, surtout pour passer des messages. Qui passe la commande là, c'était le CETA avant, aujourd'hui c'est le Mercosur. Mais qui la commande, cette viande-là? Qui c'est qui passe le bon de commande? C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Annie Genevard, c'est les centrales d'achat et les multinationales de l'agroalimentaire. C'est Bigard, par exemple, en viande bovine, c'est LDC, c'est les centrales d'achat du groupe Leclerc. C'est eux qui passent les commandes. Donc, et c'est eux qui torpillent les paysans. Et c'est les mêmes avec qui vous négociez, c'est ceux avec qui vous allez négocier. Je ne veux pas dédouaner le gouvernement français, parce que cet accord de libre-échange, il n'est pas bon, je ne veux pas le dédouaner. Mais je veux dire, la principale cause de la pauvreté des paysans, c'est l'industrie agroalimentaire. Ensuite, a fait un bras de fer avec la grande distribution. Mais nous, notre premier interlocuteur, c'est l'industrie agroalimentaire. Et dans les coopératives, c'est la FNSEA. Puisque la FNSEA tient le syndicat. Oui, tient toute une partie des filiales. Les présidents de syndicats sont les présidents des multinationales de l'agroalimentaire. Je vais en parler après. Donc le verre est dans le fruit. Mais ce que je veux dire sur le traité du Mercosur, c'est que même s'il était annulé, la paysannerie s'effondre. Elle est en train de disparaître, même sans le Mercosur, puisque c'est important que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il n'y a pas le Mercosur, il n'est pas signé. Bon, il y a d'autres traités qui ont été signés, mais il n'est pas signé. Et les gens sont à bout. Financièrement, les gens on est tous à plat. Donc, ça ne vient pas du Mercosur, puisqu'il n'est pas en place. Quant à l'Union européenne, j'en profite. Alors, l'Union européenne, ça fonctionne mal. Ça, on est d'accord. On n'est pas d'accord avec cette Union européenne d'Ursula von der Leyen. Ça, c'est sûr. Mais là encore, attention, attention. Les premiers suicides en agriculture, c'est venu par les producteurs de porc, qui étaient très endettés dans les années 70-80 et qui commençaient à être mis en compétition parce qu'ils allaient sur les marchés mondiaux avec leurs coopératives, justement, avec la Cooperl, avec tous ces grands groupes-là, hein, qui sont en lien avec la FNSEA encore. Parce que les dirigeants de la Cooperl, c'est des gens de la FNSEA, encore. La Cooperl en Bretagne. Bon. Mais le Commonwealth, les années 80, le mouton, moi je peux en parler parce que j'ai des copains qui sont morts, qui se sont pendus en mouton. Là, il n'y avait pas Maastricht, il n'y avait pas Ursula von der Leyen. Quand le Commonwealth est venu avec les colonies anglaises, ça a effondré le prix des moutons. Les gens qui faisaient des moutons, ils ont été en faillite. Et là, il n'y avait pas l'euro. C'est important ça. Il n'y avait pas l'euro là. On était au franc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, il faut bien faire attention, qui balancent des slogans pour détourner l'opinion publique. Là, le slogan, c'est les normes, Mercosur, Mercosur, Mercosur. Mais les productions qui n'ont pas de normes, ils sont en faillite comme les autres. D'accord? Et avant le Mercosur, les paysans sont en faillite. On a 2 suicides par jour. On en a en 2023, 2022, 2021. En 2009, il y en a eu je ne sais pas combien de suicides. Plus que ça. Il n'y a pas le Mercosur en 2009. Bon. Et ceux qui disent Frexit, Frexit. Très bien. Mais ça, c'est pareil, c'est un slogan. Quand il y a eu le Commonwealth, là, on n'était pas dans l'Union européenne, on était au franc. Pareil. C'est pas des slogans comme ça pour faire plaisir, parce qu'il y a des gens qui utilisent la méconnaissance des dossiers des gens pour monter des business, des chaînes YouTube. Ils vivent très très bien en prononçant des slogans Frexit. Je citerai pas de nom, tout le monde va les reconnaître. Sauf que Frexit, ça veut dire quoi? Concrètement aujourd'hui, on n'a pas de marge sur nos produits. Demain matin, on fait le Frexit. Allez, on peut retourner au franc même. Comme le pouvoir, la facturation, elle est dans les mains de Lactalis, de Sodial, d'LDC, de Bigard, 2 Hollandais, le groupe Denkavit et Vendry, qui ont la main sur le marché du veau dans toute l'Europe.
toute l'Europe et une plateforme aux États-Unis. On est rendu jusqu'à tuer les veaux dans les exploitations. On tue les veaux parce que des fois, ils valent zéro, les veaux. Zéro. Donc, élever un veau, l'insémination, élever un veau, faire boire le veau, faudrait le vendre au moins 300-350 € pour amortir le bâtiment. Et il y a des fois, ils valent 0 ou 10 €. Donc, le commerçant en bestiaux, en frais de gasoil, ça lui coûte plus cher que ce qu'il va pouvoir vendre le veau à ces deux géants du veau de boucherie, les veaux en intégration. Et donc, si on retourne dans le Frexit, vous dites que ce ne serait pas viable. Demain, on fait Frexit. Très bien, Frexit. Retour au franc. Mais ça change quoi? On reprend notre facture. Quel pouvoir le Frexit il a sur Jean-Paul Bigard? On est en franc demain. On vend des animaux, on vend du lait, on vend nos produits. Concrètement, ça change quoi? Ça change rien du tout. Oui, donc si on sort donc avec le Frexit, par exemple, dans cette théorie, on sortirait du pouvoir des institutions européennes, mais aujourd'hui, finalement, c'est le pouvoir des industries, qu'elles soient pharmaceutiques, agricoles, alimentaires, tout ce que vous voulez, c'est là où est le vrai pouvoir aujourd'hui, selon vous. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Si on fait Frexit, tout ce qu'on produit, comme je viens de le dire, en France, consommé en France, lait, canard, cochon, lapin, peu importe, c'est l'industrie agroalimentaire qu'a la main les coopératives. On est bien placé pour en parler en lapin. Sur la Vendée, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, ils ont ruiné les producteurs de lapin. Là, vous pouvez faire Frexit, vous pouvez retourner au franc. L'argent reste dans la coopérative avec l'abattoir. Premier point. Deuxième point, on va insister là-dessus, c'est important. Si demain il y a Frexit, là, on va avoir un rapport de force avec le commerce international, comme le libre-échange. On peut dire là, Frexit, on s'oppose à l'accord de libre-échange, comme ont fait les Anglais. Mais aujourd'hui, les Anglais, avec le Brexit, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font le commerce? Ils font comment leur commerce? Ils font toujours sur la base du libre-échange. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Le Canada, qui a un traité de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis, le gouvernement canadien, M. Trudeau, père, il a décidé de protéger son agriculture et de faire au Canada ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Ils ont une gestion des volumes, hein, et il a plus ou moins bloqué ses frontières, c'est une gestion de l'offre. Il autorise plus ou moins 3-4%, de 3 à 5% d'entrée de produits laitiers, mais il a dit, moi je protège mes paysans. Il est dans les traités de libre-échange, mais il a décidé, lui, en tant que Premier ministre, chef d'État, de protéger son agriculture. Ben, il le fait, et il est dans des traités de libre-échange. Donc Brexit ou pas Brexit, ça c'est des slogans, mais ce qui détermine la pauvreté de la paysannerie, c'est la nature du commerce, c'est la nature des traités, c'est la nature des échanges. Soit on met, comme fait Trump, ou comme font le Japon avec le riz, comme font les Chinois, comme font les Suisses, soit on met des mesures de protectionnisme, on dit nous, attendez, si on n'a plus de fraises, si on n'a plus de cerises, si on n'a plus de blé, bah ok, on importe, c'est normal. Mais tant qu'on a des cerises, des fraises et du blé, nous, on protège nos producteurs, et si vous nous amenez des produits, on met 20, 30, 40% comme fait Trump. Comme on fait la Pologne, la Hongrie, qu'ont refusé les blés ukrainiens pendant le conflit. Ils ont dit, ah non, 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 nous les blés ukrainiens, on ne les laisse pas rentrer chez nous. Non pas parce qu'on n'aime pas les Ukrainiens, mais les blés ukrainiens, ils vont venir effondrer les cours des blés polonais. Nous, on ne veut pas tuer nos producteurs polonais. Donc le gouvernement polonais, il suffit d'aller voir ce qui s'est passé. Ils ont refusé les blés ukrainiens. Donc pour résoudre ce problème-là, il n'y en a pas 50. Et ce n'est pas une histoire de Frexit, monnaie ou pas monnaie. La monnaie, après, reprendre sa monnaie, ça a d'autres avantages. C'est que l'euro est surévalué pour nous par rapport à l'économie allemande. Et si on reprenait notre monnaie, on pourrait jouer sur d'autres tableaux. Mais sur le commerce international, ce n'est pas parce qu'on va prononcer le mot Frexit qu'on va réduire la rémunération nette des agriculteurs. C'est deux choses totalement différentes. Et ce qu'ils font... Ça, c'était un sujet sur lequel je ne pensais pas qu'on allait aller, mais c'était très intéressant d'évoquer cette possibilité par rapport au Frexit. Parce que ce qui fonctionne, mais qui n'a pas été mis en place, ça a été aboli le 24 mars 1948 par le Sénat américain. Ce qui fonctionne, c'est la charte de la Havane. C'est 53 pays
qui s'étaient réunis en 47, à partir de 47, avant le GATT, parce qu'on a eu le GATT, après on a eu l'OMC. Hein, il y a 53 pays qui s'étaient réunis à La Havane, c'est pour ça que ça s'appelle La Havane. Il y en a, ils mélangent tout, ils croient que c'est Castro. Ça n'a rien à voir, parce que Castro n'existait pas en 48. Il y a 53 pays qui s'étaient réunis à La Havane et qui avaient choisi un mode de commerce au niveau international, l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Et ce modèle de charte de La Havane, c'était de la coopération entre les États. C'était par exemple, nous, on vend du blé à l'Égypte, parce que l'Égypte ne peut pas produire sa céréale en quantité suffisante. On leur vend du blé, et eux, s'ils ont des produits autres à nous vendre qu'on n'a pas, ils nous les vendent. On fait de la coopération, mais pas sur le cours du marché du Chicago, pas sur le libre-échange, pas sur le prix mondial le moins disant, mais une coopération. C'est-à-dire, on peut acheter du pétrole ou du gaz aux Russes, hein, mais nous, on va leur vendre du lait ou du blé à notre coût de production, à nous, pas au moins 10 ans, parce qu'ils vont peut-être trouver du lait moins cher en Inde, mais ils peuvent le payer plus cher à la France. Par contre, nous, on va leur acheter le pétrole. Ça s'appelle la coopération entre les États. C'est ni le modèle soviétique, ni le modèle néolibéral américain. Sauf que ce modèle de charte de La Havane a été arrêté par le Sénat américain et par les Anglais. C'est pour ça qu'il n'a pas vu le jour. C'est très intéressant comme exemple. J'aimerais faire un pas de côté et revenir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, vous avez parlé des suicides. En général, on sait qu'il y a, je crois, 2 suicides d'agriculteurs par jour. Je crois que c'est ça les chiffres qu'on donne. Ils sont faramineux, c'est abominable ce qui se passe en France avec les agriculteurs. On sait qu'en plus les campagnes sont dépeuplées. Enfin, il y a un gros problème de société sur lequel il faut se pencher. Là, quand on parle justement de Mercosur, que je comprenne bien ce que vous avez dit il y a une dizaine de minutes. Finalement, vous dites, derrière là, on parle d'accord de libre-échange, on parle d'appauvrissement des agriculteurs français. Mais quand on parle de ces traités et quand on parle de cet appauvrissement, finalement, derrière, on parle. Les agriculteurs ne peuvent plus être appauvris. Ils sont déjà au SMIC pour les mieux lotis, on va dire, selon ce que vous avez dit. Aujourd'hui, un traité comme ça et un appauvrissement, ça fait du suicide. C'est-à-dire là, on arrête de parler de politique, de chiffres. Vous voulez des chiffres? Là, vous dites, ça fait des suicides. En plus, un traité comme ça, c'est criminel du coup, ces politiques. 2 par jour, je voudrais rendre hommage à Jacques Geoffredo, qui fait une cérémonie à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan chaque année, où il met 650 croix, parce que bon, le chiffre, il est difficile à vraiment approcher, mais c'est au C2, parce qu'il y en a qui meurent et c'est caché. Voilà, et la famille ne va pas le dévoiler, parce qu'il faut savoir que sur les chiffres, mais je pourrais vous retrouver un rapport d'Olivier Damazin, avec qui on est en contact, il reconnaît lui-même que c'est probablement plus de 2. Pourquoi c'est caché? Parce que d'abord, c'est la honte de la famille. Il faut savoir que si ce n'est pas reconnu comme maladie professionnelle que vous vous donnez la mort, l'assurance décès ne marche pas. Donc derrière, les enfants et la femme va devoir rembourser. C'était une parenthèse. Et j'en profite aussi pour rendre hommage à mes collègues, parce que je donne un coup de main dans une association. C'est pas moi qui la supporte le plus parce que je suis beaucoup occupé, le SAMU social agricole national. Et c'est des gens qui bénévolement, on reçoit que des dons. Vous allez sur le site du SAMU social agricole, on a beaucoup de dons, puis on a des adhérents. On vient en aide aux gens, mais de façon gratuite. Alors quand on se déplace, on leur demande des fois qu'ils prennent en charge nos frais d'essence. C'est une association ? Pardon ? C'est une association, le SAMU social agricole? C'est une association, le SAMU social agricole national. Alors, on a un avocat qui travaille avec nous, on a des juristes, on a des comptables avec qui on met en relation nos adhérents, mais on est des bénévoles. Je donne un coup de main à ces gens-là. C'est pas moi qui fais le plus gros du travail, parce que j'ai déjà pas mal de travail, mais il y a une équipe de gens du SAMU social agricole. Le SAMU social agricole est né en 2000 dans le Gers. C'est Guy Cérès qui l'a mis en place. Et aujourd'hui, il y a Michel Bini, il y a Denis Chauveau, il y a plein de gens qui passent beaucoup de temps, Thierry Lenaour, etc., etc. Voilà. Et donc, j'en reviens au suicide. Voilà. Tous ces traités de libre-échange ça vient pas améliorer la situation. Comme je vous l'ai dit, ce qui est produit en franco-français, on n'a pas de marge. Puisque la grande distribution et l'agroalimentaire qui fait notre facture nous pique toute la marge. Donc nous, on n'a pas de marge. Il nous revient sur 1 litre de lait, il nous revient en marge nette, 3-4 centimes en marge nette.
C'est pareil sur la viande bovine. Et pour que ça fonctionne, parce que je vais aussi parler de propositions, il faudrait, dans la filière, rééquilibrer, comme on est à 2 morts par jour, il faudrait 40% pour l'agriculteur, 24% pour la grande distribution, 24% pour les industriels, l'agroalimentaire, et 12% pour la logistique. Alors pourquoi les paysans se suicident? Parce qu'on pourrait me dire, les difficultés, il y en a dans les entreprises, il y en a dans la restauration, il y en a chez les boulangers, les coiffeurs, il y a plein de dépôts de bilan d'ailleurs. Hein. Chaque année, les petits commerces, on n'a jamais oublié que la grande distribution a ruiné les petits commerces. 62% des communes en France n'ont plus de commerce. Les commerçants ont été ruinés hein, par les centrales d'achat. Il ne faut pas l'oublier, ça. Alors, d'ailleurs, on a fait allez voir hein, la vidéo qu'on a fait avec Martine Donnette et Claude Dio. Vous tapez Martine Donnette Nexus. Je suis en contact avec eux. Ah ben, génial. Et mais il y a beaucoup de. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube Philippe est dans le Pré. J'ai pas eu le temps là, mais je vais le faire. Je vais faire des débats le soir avec Martine et d'autres. Je vais inviter des gens, mais pas que des agriculteurs. Je vais inviter des cuisiniers. Voilà. Génial. Et donc, pour les lecteurs qui n'ont pas vu, allez voir Martine Donnette Nexus. Vous tapez ça sur YouTube. Il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est, puisqu'on parle là de préfets qui sont complices, de maires qui sont complices avec les grandes surfaces. Il y a même une affaire où un procureur a fait un faux. Jusqu'où va la corruption? Alors, on ne peut pas parler de complotisme, on ne peut pas parler de corruption, parce qu'on n'a pas tout. Il y a des documents que l'on n'aura jamais et qui ont été brûlés. Enfin, sûrement, pourquoi on n'aura jamais ça? Mais pourquoi le procureur fait-il un faux s'il n'a pas été corrompu? C'est improbable. Donc, du coup, voilà les types d'affaires. Allez voir, Martine Donnette, Nexus. Martine Donnette, c'est énorme ce qu'elle a fait. Donc, elle va venir sur mon exploitation bientôt, là, elle va venir chez moi. Et puis, je vous dis, je vais mettre en place sur ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir des invités. Quand on est 3, c'est mieux, c'est plus enrichissant. Et donc, pour en revenir au suicide, donc les commerçants et artisans savent très bien de quoi on parle. Hein. Toute personne qui a son compte, par définition, peut faire un dépôt de bilan, hein, peut être en faillite. Alors, pourquoi les paysans se suicident? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi pas les maçons? Pourquoi pas les plombiers? Pourquoi pas je sais pas, moi, les infirmières à domicile, hein, il y en a des suicides, mais moins que dans le monde paysan. Bah, tout simplement, déjà, le monde paysan, on a fait des gains de productivité énormes depuis l'après-guerre, hein, puisqu'on on va être 385 000 agriculteurs au 1er janvier 2025, ça veut dire environ 290 000 exploitations agricoles. Et le projet de la FNSEA, c'est qu'on descende à 120 000 exploitations agricoles. Donc, les fermes grossissent. On avait un endettement moyen de 50 000 € par exploitation en 1980. On est à 250 000 € d'endettement moyen, avec un âge moyen de 51 ans et 4 mois. Donc, c'est une population vieillissante. Alors, pourquoi on se suicide? Ça, c'est intéressant, très intéressant. Pourquoi on se suicide? Eh bien, on se suicide parce que ça sera moins le cas pour les néo-ruraux, les gens qui sont hors cadre agricole, qui viennent de d'autres milieux et qui d'ailleurs apportent beaucoup au monde agricole, font évoluer les mentalités. Parce qu'on a besoin de faire évoluer les mentalités agricoles. Il n'y a pas des bonnes mentalités dans les campagnes. C'est la guerre des terres. Les gens n'ont qu'une idée, c'est de piquer les terres du voisin. Même qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont croire qu'ils sont plus heureux s'ils ont 10 ou 50 hectares de plus. C'est dans les mœurs, c'est dans les mentalités. Alors pourquoi il y a du suicide? Eh bien parce que quand l'agriculteur il doit déposer le bilan ou il doit arrêter son exploitation ou partir en liquidation, il va culpabiliser parce qu'il va dire mon père, il a élevé sa famille de 4-5 enfants avec une ferme qui était peut-être 2 ou 3 fois moins grande que celle qu'on a aujourd'hui. Mon grand-père aussi, mon arrière-grand-père et tout. Et moi, je devais devoir déposer le bilan. Donc, c'est pris comme un échec. Et l'échec, au lieu d'accuser l'agroalimentaire qui a piqué la facture et qui est parti avec la caisse, il va... Au lieu d'accuser le système, parce qu'en fait, c'est le système qui est face à lui, mais il va le retourner contre lui. Il va retourner l'arme contre lui parce que ça fait plusieurs générations que la ferme elle a prospéré, qu'elle a élevé les familles, même s'ils ne roulaient pas sur l'heure, qu'ils n'avaient pas de dette, ils ne roulaient pas sur l'heure, mais ils n'avaient pas de dette, ils ont réussi à se payer une maison, à acheter des terres, et ils ont arrivé à la retraite avec pas de dette. Là, les gens arrivent à la retraite avec des dettes, pas de repreneur parce qu'il n'y a pas de rentabilité, et parfois contraints de déposer le bilan. Et là, c'est l'affection
familiae. Pourquoi? Parce que dans les emprunts d'un agriculteur, souvent les parents sont cautions, voire les frères et sœurs, parce qu'il y a un GFA, groupement foncier agricole. Donc le jour où vous allez aller déposer le bilan au tribunal, c'est pas comme une simple PME. Le jour où vous allez déposer le bilan, les parents sont caution solidaire, voire les frères et sœurs, voire les frères et sœurs. Et donc là, le jour où vous déposez le bilan, c'est pas votre bilan que vous déposez. Vous entraînez votre famille. Vous entraînez les maisons. Moi, je peux vous donner des cas concrets d'arboriculteurs ou d'autres où la maison des parents s'est vendue. Le Crédit Agricole a fait vendre la maison des parents. Parce que les parents étaient caution. Donc, ils ont fait vendre la maison des parents. Ils ont activé la caution solidaire. Donc, le dépôt de bilan en agriculture. Et pourquoi les parents se rendent caution? Ils se rendent caution parce qu'autrement, le financement ne passe pas. La banque a prêté. Et puis, les parents, ils donneraient tout pour que l'exploitation continue. Parce que c'est le travail de leur vie et de leurs parents à eux avant. Donc, ils veulent que l'exploitation elle perdure. Donc, pour qu'elle perdure, ils sont prêts à se sacrifier, à donner des coups de main gratuitement et à aider financièrement. Mais quand ça s'écroule, c'est pas l'exploitant qui s'écroule, il entraîne la famille. Et c'est là que l'agriculteur se dit, oh là là, mais là j'entraîne tout le monde, là, le responsable c'est moi. Et c'est là qu'il va se pendre. Et donc du coup, mais donc là vous leur dites n'ayez pas honte, ça n'est pas votre faute que vous soyez. D'ailleurs, c'est le même cas pour les commerçants dont on parlait qui perdent face à des grandes surfaces frauduleuses qui attaquent les préfectures à coups de milliards. Là pour le coup, vous dites n'ayez pas honte, vous êtes face à un système. Pas du tout. Alors justement, je vais en profiter parce que ça me donne des idées parce que je pense jamais à tout. Je vais faire une vidéo juste après, là. Philippe est dans le pré. Ça me fait penser que les traités de libre-échange, bon, c'est pas la seule cause, hein, parce que même sans traité de libre-échange, on est pillé par l'industrie agroalimentaire. Mais ça ne vient pas améliorer les affaires, puisque ça sert de prix de référence vers le bas. Nos hommes politiques qui nous ont trahis depuis des décennies, ils ne devraient pas le signer, ce traité de libre-échange, comme les autres, le CETA et tout. Et moi, j'ai un argument massue pour empêcher de le signer. Non-assistance à personne en danger. À partir du moment qu'il y a 2 morts par jour, pour moi, le traité ne peut pas être bon. Enfin, quand il y a mort d'hommes, mise en cause des familles, le traité, c'est même plus la peine de l'étudier en long, en large et en travers. Il y a mort d'hommes. Et pourquoi il y a mort d'hommes? Alors pourquoi? C'est important. Alors, est-ce que vous dites ça parce que justement, le Mercosur n'est pas le premier, comme vous avez dit, il y avait le CETA, et pendant le CETA, les agriculteurs n'ont pas été protégés et ont été appauvris à cause du CETA. Alors, est-ce que du coup, c'est... On est appauvris depuis qu'il y a le libre-échange, depuis qu'il y a la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, surtout des capitaux, parce que la libre circulation des capitaux permet aux multinationales de s'installer à travers le monde, comme ils l'ont fait avec l'industrie. Moi, chez moi, dans le Maine-et-Loire, mon père connaissait d'ailleurs des capitaines d'industrie en chaussures et en textiles. Bon. Quand la commerce international, la guerre économique est devenue de plus en plus exacerbée, ces patrons d'entreprises qui étaient près de chez moi, hein, il y en a même un, on faisait des terres, où ils faisaient du foin dans ces parcelles. Bon. Ils sont partis en Algérie et au Maroc. Pourquoi ils sont partis là-bas? Pas parce que les gens travaillent mieux, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Bon. Et ensuite, ils ont été en Asie du Sud-Est. Bon. Les plateformes de l'agroalimentaire, ils font pareil. Ils sont capables de faire produire du lait, des canards, des cochons dans des pays, en Ukraine, à 200-300 euros les salariés. Voilà, c'est tout. Donc, à partir de là, moi, je connais quelqu'un, puisqu'on parle du Mercosur, moi, je connais quelqu'un qui livre sa coopérative, qui vit dans une toile de tente au bord d'une rivière en Amérique du Sud. Il lui paye les bananes 2 euros les 100 kilos. 2 euros les 5 kilos, qui dit mieux? Donc, pourquoi on ne peut pas tenir? Pourquoi cet accord ne devrait pas être signé, comme tous les autres, comme le Commonwealth, comme tout ça? Tout simplement parce que nous, un paysan, il est pieds et mains liés, ficelé par l'industrie agroalimentaire qui sonne le la et qui paye les produits agricoles sur la base d'un prix mondialisé. Et les intervenants qui travaillent autour de l'agriculture, c'est-à-dire les gens qui nous vendent des tracteurs, des semences, des engrais, des services,
les comptables, les chambres d'agriculture, les vétérinaires. Eux, ils sont protégés. On ne peut pas prendre de produits vétérinaires en Italie, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni en Espagne. Le comptable, il doit être chez nous. Les services de la chambre d'agriculture, ils sont chez nous. La direction départementale des territoires, la DDT, on ne peut pas faire intervenir un agent de la DDT italien. D'accord. Le tracteur, le gars qui va vendre le tracteur, le concessionnaire, il est chez nous, sur un territoire. Eux, ils sont protégés par un produit intérieur brut territorialisé, c'est-à-dire qu'ils sont payés en franco-français. Ça veut dire que l'intervenant qui vient dépanner mon tracteur, il est à 70 € de l'heure. Moi, je ne peux pas lui dire, bah, écoute mon gars, j'ai été il y a 3 minutes sur Internet et j'ai vu mon copain au fin fond de la Roumanie, il est dépanné pour 22,41 €. Ben, moi, il va dire, moi, 22,41 €, Philippe, moi, je ne viens pas te dépanner. Tu te débrouilles avec ton tracteur. Sauf que le dépanneur de le fin fond de la Roumanie, il ne va pas venir me dépanner. Ce n'est pas réalisable. D'accord. Nous, on est sur la base d'une économie mondialisée et eux, ils sont sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. Donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Donc, c'est l'asservissement des paysans comme les pêcheurs, parce qu'on est deux à ne pas faire sa facture. Les paysans, le paysan ne fait pas sa facture, et il y a les pêcheurs aussi. On est deux professions où c'est l'acheteur qui fait la facture. C'est important. Philippe Grégoire, c'était très intéressant. Vous avez balayé un grand trait d'horizon de ce problème agricole français aujourd'hui. Et on va suivre de très près l'évolution. On espère qu'il y aura beaucoup de manifestations. Hein. On ne sait pas effectivement la tournure que ça va prendre. On a vu aussi qu'il y avait les 6 ans des Gilets jaunes et qui appelaient pour certains à justement une réunion de ces sociologies-là qui partagent les mêmes traits d'appauvrissement finalement des Français qui ont du mal à payer leurs factures. Alors juste pour terminer, proposition très court, il faut savoir que quand on dit que c'est de la faute du consommateur, le modèle français coûte l'équivalent du salaire médian 2100 € par 53 millions d'adultes, hors impact sur la santé. Donc vous payez déjà de façon indirecte, vous financez nos retraites, la PAC, les subventions quand on monte des bâtiments. Un viticulteur qui monte une cave, il est subventionné. Donc les solutions, c'est quoi? C'est se rapprocher sur des lois qui ont été passées mais qui ne sont pas appliquées, sur les PAT, projets alimentaires territoriaux avec SOS Maire. C'est Marjolaine Godard qui s'en occupe. Donc ça veut dire, avec les élus locaux, chaque maire doit mettre en place un plan communal de sauvegarde pour assurer la sécurité des populations en cas de conflit, cyberattaque, attaque nucléaire et autres. On doit pouvoir assurer la nourriture des populations car on n'a que 72 heures de réserve alimentaire dans toutes nos métropoles et les réserves elles sont dans les camions frigo. Donc ça, c'est revenir sur des circuits locaux, bio, local, conventionnel, bio, maximum, voilà. Et ensuite, le commerce international, il faut le faire sur la base de la charte de la Havane, de la coopération entre les États, et nous, il faut qu'on reprenne notre facture. On ne peut pas laisser la facture à l'industrie agroalimentaire, c'est pas possible. Forcément que eux, s'ils font la facture, c'est comme si, il faut bien que les gens comprennent, vous faites venir demain un artisan chez vous, un maçon, et puis vous lui dites, bah, tu fais les travaux, par contre, c'est moi qui vais dire combien. C'est moi qui vais dire combien je te dois. Enfin, je veux dire, ça en choque plus d'un. Oui. Et ça, effectivement, pour pouvoir s'attaquer au problème, il faut déjà le comprendre. Et je suis pas sûr que tout le monde arrive à comprendre ce problème de facture. C'était très bien de revenir dessus. Vous avez pu parler un petit peu plus longtemps que sur BFM, qui vous a fait 500 km en voiture pour parler de 2 minutes. Moi, j'ai pas été en voiture. J'ai 2 heures de train, 2 et 2, 4. Et puis voyager dans Paris. Et puis voilà, quoi. Mais je sais comment ça se passe. J'aurais pu le prendre en visio. Mais je me suis dit, je vais sur le plateau pour me rendre compte un peu mieux. Mais bon, je regrette pas, attention, je regrette pas. Hein. Il risque de me réinviter. Mais en 2 minutes, c'est impossible de passer un message. Est-ce qu'ils s'excusent dans ces cas-là? Est-ce que pour eux, c'est normal? Ils se disent, ils reçoivent un agriculteur et puis en fait, ils ne donnent pas la parole. Comment est-ce que vous l'avez ressenti sur place? Non, ils connaissent pas, toutes les grandes rédactions n'ont pas de spécialistes agricoles. Ils connaissent pas le fond du sujet. Parce que, bon, ils font intervenir des gens comme Emmanuel Le Chypre et puis tous ces gens-là, ou Jean-Marc Sylvestre, ou tous ces gens-là, ils disent qu'ils sont pour le libre-échange. Mais eux, c'est très simple. Il faudrait leur demander
Emmanuel Le Chypre. Moi, je connais des gens qui ont le niveau d'Emmanuel Le Chypre à moins de 1000 euros. On va chercher un gars au Burundi, ça va être un Emmanuel Le Chypre, on l'amène sur le plateau de BFM à 920 euros mensuels. Puis on va lui demander s'il est d'accord. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont pour le libre-échange, de mettre les gens en compétition, parce qu'eux, ils ne sont pas concernés. C'est pour ça qu'ils sont pour. Hein. Et puis les gens, il faudrait qu'ils étudient, parce que le modèle agricole, il s'est monté après-guerre. Il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, on a 2 suicides par jour, on est moins de 400 000 paysans, hein, et au XVIIIe siècle, 6 millions de paysans, sans tracteur, hein, à la main, 6 millions de paysans nourrissaient la population française. Hein. Donc, il faut voir un peu comment on est passé d'un extrême à l'autre. Et pour comprendre le sujet, il faut aller voir les plateformes multinationales qui se sont montées de la FNSEA, il faut aller voir Unigrain, qui a des financements dans le monde entier, 1963, le groupe Avril, 1982, et InVivo, qui est le regroupement des coopératives, qui travaille avec la Banque publique d'investissement, Xavier Niel, Alexandre Zouhari et Mathieu Pigasse. Qui étaient notamment deux de ces personnes, Pigasse et Niel, qui avaient des parts dans le journal Le Monde. On rappelle que beaucoup de gens qui interviennent sur les plateaux télé, parfois ne partagent même pas ces idées-là, mais sont payés, ont des conflits d'intérêts avec des gens qui les subventionnent, soit les payent directement, soit payent leurs travaux, leurs bureaux, leurs rédactions et leur manche dans la main. Et donc ils n'ont même pas forcément... ils viennent défendre que ce soit le libre-échange ou d'autres choses. On sait qu'on a retrouvé à l'époque, au moment du Covid, des médecins de plateau qui avaient des cadeaux sur des comptes offshore, qui venaient donner des conseils sur le Covid et qui avaient de l'argent qui tombait sur des comptes offshore en Suisse ou n'importe où. Donc on ne cite pas de nom parce que sinon on va être attaqué, mais c'est très intéressant. Penchez-vous sur cette question-là puisque les gens comprendront mieux le monde. C'est mon mot de la fin, je reprends le mot que tu viens de dire. Mon mot de la fin, c'est conflit d'intérêts, c'est-à-dire que nous, c'est pas d'aujourd'hui, le président de la FNSEA et en même temps, si on prend l'image de Force ouvrière ou la CGT, le président de la FNSEA est en même temps président de Renault, Peugeot et Toyota. Allez, la boucle est bouclée. Hein. Effectivement, on rappelle que Nexus est d'ailleurs, comme Philippe Grégoire, libre, sans conflit d'intérêt, sans publicité, sans propriétaire de médias. On appartient à nous-mêmes grâce à vous, les lecteurs. Et n'hésitez pas, Nexus, on est en ligne, là, on développe YouTube, mais on est aussi à la base un magazine. Vous pouvez aller nous soutenir directement, un beau magazine dans le salon, ça fait toujours plaisir. Il est en kiosque auprès de chez vous et les anciens numéros, si vous les voulez, c'est sur nexus.fr. À bientôt, Philippe Grégoire, à très vite. Si vous avez besoin de conseils pour développer votre chaîne YouTube, vous avez mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Peut-être, ouais, pour faire mes conférences. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.